Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Prix de la réussite. Alors, je suis Mathilda, consultante et coach professionnelle. Et dans cet épisode, je donne la parole à une personne très inspirante qui va nous parler non seulement de ses clés de la réussite, mais surtout des challenges et des défis qu'elle a rencontrés durant son parcours. Bonjour Laura. Bonjour Mathilda. Alors, Laura Mansouri, c'est 10 ans dans le e-commerce, business coach. Dis-nous tout. Alors, c'est 10 ans dans l'e-commerce. Après, j'investis en parallèle dans l'immobilier. Depuis quelques années, business coach, où j'apprends à mes élèves, du coup, à créer leur propre marque e-commerce sans dropshipping. Ok, donc toi, ta spécificité à toi, c'est vraiment e-commerce et sans le drop. Ouais, c'est ça. J'apprends vraiment à créer des vraies marques, pas des choses où ils vont créer un site en 2 jours, un mois après, le truc, il est fini, il est mort, ils en recommencent un autre. Non, on crée une vraie marque et on s'y tient. On crée quelque chose qui sera pérenne dans le temps. Ok. Et ça ressemble à quoi 10 ans dans l'e-commerce? Je dirais des hauts, des bas, des échecs, des réussites forcément. Mais en tout cas, une aventure qui est vraiment superbe, que je conseille à tous parce que aujourd'hui, l'e-commerce, ça fonctionne. C'est en pleine croissance. Je regardais les chiffres sur les 5 dernières années en France. C'est passé de un peu plus de 92 milliards d'euros à plus de 140 milliards d'euros juste en France. Ok, donc sans le drop. Sans drop, ouais. Okay. Donc tout ça, en fait, non, c'est pas sans drop. Là, c'est toute transaction confondue. C'est les chiffres de l'INSEE. Et par rapport à ça, du coup, la croissance, elle est énorme. Chaque année, en fait, ça prend en milliards d'euros. Donc les gens pourraient ne pas comprendre, en tout cas, l'ampleur du chiffre, mais c'est énorme. C'est-à-dire que les opportunités, elles sont pour tous. Vraiment pour tous. Qu'est-ce qui fait ça, selon toi? Qu'est-ce qui fait que là, il y a un engouement pour tout ce qui est e-commerce, etc.? Pour moi, c'est le monde, il évolue en fait. Il change pas totalement, mais il évolue dans le sens où on a vu apparaître il y a plus de 10 ans Facebook, ensuite Instagram, Snapchat, TikTok. Il y a plein de nouveaux réseaux sociaux qui sortent. Et par rapport à ça, les gens s'habituent à être sur leur téléphone, sur leur PC. Et c'est le monde d'aujourd'hui, en fait, achète sur Internet, achète sur le téléphone. Ils peuvent acheter dans la salle d'attente du médecin. Ils peuvent acheter leur repas chez eux pour éviter de cuisiner au soir parce que les parents, ils sont crevés et qu'ils enchaînent leur journée. Ça va plus vite, c'est une facilité. Et en fait, le monde va évoluer pour faciliter la vie des gens. Et pour moi, l'e-commerce, c'est vraiment faciliter les choses. On peut commander de tout, des meubles, on peut commander de la nourriture, des repas, on peut commander même des rendez-vous chez l'esthétique. On peut tout commander juste à partir d'un seul téléphone. Et pour moi, c'est que le début en vrai. Ouais, tu penses? Ouais, c'est sûr. C'est vrai que tout devient digital maintenant. C'est ça. Puis tu as moins de métiers, du coup, moins de métiers traditionnels, entre guillemets. Tu vois, toi, le déclin métier traditionnel et tout le monde bascule vers des métiers digitaux? Ouais, je le vois. Je le vois, le déclin. Après, le déclin, ça ne veut pas dire qu'on supprime forcément des emplois. Par exemple, maintenant, avec ChatGPT, les IA et tout, il y a du coup une aide pour copywriter ses textes, etc., ses descriptions de produits. Mais pour autant, on ne va pas copier-coller mot pour mot ce que ChatGPT met. Donc, les gens passent encore par des copywriters qui, en fait, se servent de ChatGPT et de tous les IA comme d'une aide, mais ne reprend pas les textes bruts, tu vois. Pour moi, les métiers, du coup, en ligne sont plus en vogue que jamais. Ça ne fait pas disparaître, en tout cas, pas encore pour l'instant, les postes, mais en tout cas, on avance pour être aidé et faciliter encore plus la vie des gens. Comment tout ce que tu as vécu là depuis ces dernières années, donc ces 10 dernières années, comment ça a transformé la Laura que tu étais avant à la Laura de maintenant? C'est une grosse question parce que limite, il y a 10 ans, je me souviens presque plus comment j'étais. Enfin, je m'en souviens un peu. Mais il y a 10 ans, j'étais encore salariée. Voilà, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat exactement il y a 9 ans. Donc, il y a 10 ans, j'étais salariée. J'étais complètement en burn-out. J'étais avec des collègues toxiques. J'étais dans une ambiance mais horrible. Et en fait, la Laura d'avant laissait faire les choses. Elle était plus en mode... dans le salariat en mode passif, à subir les choses. Alors que maintenant, en fait, si j'ai un challenge, un défi, un problème, je vais passer à l'action pour la solution. Je ne vais pas rester dans une situation qui est inconfortable. Et encore, le mot est faible, qui va
même être une sensation horrible, en fait, de ne pas être épanoui, d'être avec des gens qu'on n'a pas envie d'être, avec des gens avec qui on n'a pas envie de parler ni d'échanger. Pour moi, si tu travailles avec des gens avec lesquels tu n'as même pas envie d'inviter au restaurant, d'échanger un repas, c'est que tu n'es pas à la bonne place déjà. Je suis d'accord. Et l'e-commerce, c'est venu comme une évidence pour toi ou c'était surtout ce besoin de sortir de ta situation qui a fait que tu t'es dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et puis l'e-commerce est tombé comme ça. Alors, c'était pas une évidence du tout, parce que je connaissais... Moi, j'ai personne qui est entrepreneur dans ma famille, en tout cas avant. Du coup, avec mon conjoint, qui est aujourd'hui mon associé, avant était salarié. Il était parti, du coup, plusieurs mois aux États-Unis pour savoir dans quoi entreprendre. Il voulait prendre des idées. Et à son retour, quand il est revenu, j'étais toujours salariée, du coup, dans cette boîte en cosmétique qui était horrible. Et là, il m'a dit, vas-y, je vais entreprendre. Et en fait, c'était lui de son côté tout seul à la base. Et il voulait entreprendre, du coup, dans un restaurant, etc. Donc, OK, je me dis, ça marche. Et en fait, il recroise le chemin d'un ami d'enfance qui lui dit, non, mais en fait, là, tu as le choix de ton restaurant où tu vas mettre 200 000 € sur la table et tu sais pas ce qui va advenir. Ou tu as le choix de créer une marque e-commerce, parce que lui avait des marques e-commerce. Et pour 1 000, 2 000 € sur la table, c'est nickel. Et tu es sûr que ça fonctionne, puisque la vente en ligne, elle ne cesse que d'exploser. Donc, soit tu mets 200 000 et advienne qui pourra, et soit tu mets 2 000 et tu es sûr que ça fonctionne, puisque l'e-commerce est en pleine croissance. Donc là, forcément, là, ça fait un shift dans notre tête. On s'est dit... Voilà, c'est vraiment intéressant. Il n'y a quasiment pas de risque à gauche et c'est sûr que ça marche. Et à droite, il y a beaucoup de risques et on est sûr de rien. En plus, si on lance ce restaurant, on est géographiquement attaché à un endroit fixe. Oui, tout à fait. Si on veut faire grossir un restaurant, il va falloir embaucher des salariés. Donc, c'est-à-dire que le mindset, il ne va pas être génial. Et à gauche, on peut tout faire nous-mêmes et vivre n'importe où dans le monde quand la marque fonctionnera. Donc là, du coup, il s'est formé. Son ami l'a vachement aidé, du coup, à apprendre juste les bases. Et après, on s'est lancé à 2. Et en fait, on a fait avancer notre première marque qui a très vite, très bien fonctionné. Bon, au départ, quand je dis très bien, j'entends partout les gens qui parlent de millions, etc. Quand je dis très bien, c'est au départ, ça a remplacé assez rapidement notre salaire. D'accord. Ensuite, au fur et à mesure des mois, on a commencé à faire beaucoup plus. Et notre premier million, il est vraiment venu à partir de 2 ans après, tu vois. OK, donc il y a quand même il y a eu de la marge, mais elle a été progressive. Exactement, ça a été progressif. Donc, quand j'entends tous les gens dire vous allez faire des millions en 3 jours, c'est dans ma tête, c'est comme si tu dis à quelqu'un tu vas faire des millions en 3 secondes. Oui. C'est clairement impossible. Tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de skills. Quand tu démarres, pour moi, ce qu'il faut viser, c'est de remplacer son salaire et arrêter de viser quelque chose qui est hyper loin, parce que sinon, les gens vont se décourager, alors que ça fonctionne en plus, tu vois. Non, je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre l'accent sur les enjeux, les challenges et les défis qu'on rencontre, parce que justement, je veux casser un petit peu avec l'image qu'on a aujourd'hui de lance-toi à ton compte et en 3 mois, tu feras 20 000 € par mois, etc. Non, et certaines personnes vont peut-être faire 3 000 €, ce qui est déjà très bien après un mois, mais elles vont se décourager en se disant « j'ai pas fait les 20 000, donc c'est que le truc marche pas ». Mais c'est juste qu'en fait, il faut juste plus de temps. Et c'est bien que tu me l'expliques parce que c'est la preuve que quelque chose de solide se bâtit petit à petit. Complètement. Au départ, on n'en vivait pas tout de suite dès le premier mois. Du coup, on s'est dit, comme j'avais quitté mon CDI, lui, il n'était plus salarié non plus. On avait fait les marchés, les salons en parallèle, tu vois, les marchés, les foires et tout. Et en fait, ça nous a formés au domaine du commerce tout court. Et pour moi, ça a été beaucoup plus formateur que de faire 5 ans en école de commerce, tu vois. Donc, tu avais un produit physique, c'est ça ? Ouais, un produit physique où on vendait dans un endroit physique, en plus de continuer à faire grandir du coup nos marques e-commerce en parallèle. D'accord, donc tu avais 2 façons de vendre différentes. C'est ça, en physique et en ligne. Ok, et les 2 marchaient tout aussi bien ? Les 2 marchaient tout aussi bien, c'est ça. Pas mal, et c'est bien que tu me parles de faire des salons, des choses comme ça, parce que j'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une amie qui me disait, voilà, moi je produis des beaux vases, etc., mais... j'ai peur que commencer à les commercialiser dans des salons, ça fasse un peu cheap
ou dans des marchés, mais il y a des marchés qui sont aussi très qualitatifs. Et elle se braquait du fait qu'elle voulait directement avoir ce côté haut de gamme, etc. Mais en fait, non, tu peux commencer très petit, dans des choses très basiques, et puis monter petit à petit. Et tu as parlé de ton burn-out, du coup. Ça a été quoi le prix de ta réussite à toi ? Qu'est-ce que ça t'en a coûté d'arriver à la Laura que tu es maintenant, avec le chiffre d'affaires que tu fais maintenant et le travail que tu as maintenant ? Alors, j'ai envie de dire que c'était beaucoup plus, finalement, quand je repense à ma vie d'avant en tant que salarié, c'était beaucoup plus dur dans le salariat que ça l'est aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Ok, c'est-à-dire ? Donc, j'étais dans mon 3e CDI, parce que j'ai quitté ceux d'avant. Le premier, je m'ennuyais, je faisais la même chose tous les jours. Le 2e, j'étais sous-payée, j'avais pas pensé à négocier du coup mon salaire à l'arrivée. Et après, quand j'ai demandé un rendez-vous, c'était plus possible. Donc clairement, leçon à retenir, c'est que si t'es salarié, tu veux augmenter ton salaire, il sera beaucoup plus simple en arrivant dans une entreprise avant de signer ton contrat que dans une entreprise où t'es à l'heure actuelle. Et donc le 3e CDI, j'avais tout ce que je voulais, des missions intéressantes, poste à responsabilité, le salaire que je voulais. Et par contre, c'était horrible puisque l'ambiance a été vraiment pesante, toxique. Les gens se criaient les uns sur les autres. Les insultes qui fusaient. J'étais dans un open space où il y avait une 40aine de personnes. C'était vraiment... Voilà. Mon burn-out, je l'ai eu parce que du coup, j'étais qu'avec des gens qui étaient assez toxiques et pathogènes. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais une collègue avec qui je m'entendais bien, qui on échangeait tous les jours. Elle me racontait qu'elle pleurait tous les soirs dans les bras de son mari. Donc, vraiment fort. Et pour le coup, voilà, au fur et à mesure des mois, je ne suis pas restée super longtemps dans cette boîte. Mais il y a un jour, au bout de quelques mois, elle n'est pas venue un matin. Donc, je lui ai envoyé un SMS, pas de réponse. Je me dis, merde, elle est malade, je sais pas. Peut-être elle a prévenu quelqu'un d'autre. Je demande aux collègues les plus proches, en tout cas au niveau des bureaux. Ils me disent non, pas de nouvelles, etc. Donc, je continue ma journée. Et après la pause du déjeuner, du coup, j'ai le responsable qui rentre dans la pièce et qui nous annonce que Laetitia, en fait, elle reviendra plus jamais. Parce que... Ok. Au travail ou... Au travail. Ok. Parce que la veille, elle s'était jetée sous un train sortant du travail. C'est ce que je voulais pas que tu me dises. C'est ça que j'ai dit au travail ou dans la vie. Waouh, à cause du travail. Voilà. Donc là, non seulement j'étais en burn-out, les gens dans les bureaux... on avait pas mal de personnes qui faisaient des AVC au travail à cause du stress. Par contre, le suicide, on l'avait encore jamais eu. Waouh, des AVC déjà à cause du stress, c'est pas mal. Ouais. Faut arriver à un taux de stress qui est quand même... élevé, ouais. Très, très élevé. Et du coup, le suicide, c'était la première. Et je me suis dit, en fait, je suis hyper malheureuse et je suis hyper stressée tous les jours avec des conditions de travail et de stress qui sont vachement grandes, mais pour tout le monde, homme comme femme. Et en fait, si je continue là, je vais continuer du coup de subir ma vie, de ressentir ces mauvaises émotions tous les jours, du matin au soir, même quand je rentre chez moi. Et je vais peut-être même finir comme Laetitia. Et là, en fait, j'ai eu le déclic et je me suis dit, en fait, je me lance. Et peu importe, parce que j'avais peur, comme tout le monde, des peurs classiques qui sont humaines, qui sont humains. J'avais la peur de l'échec, la peur de ne pas savoir comment faire, parce que j'ai peut-être pas les compétences en ligne. Je les avais pas du tout. Je démarrais de zéro. Et j'avais aussi la peur de manquer, tu vois. Je viens pas d'une famille qui a les moyens, tu vois. Je viens d'une famille qui est plutôt modeste. Et la peur de manquer, tu vois, ça me revenait beaucoup. Et là, quand j'ai eu ça, je me suis dit, en fait, est-ce que je dois attendre d'autres morts ? Ouais, je suis d'accord. Pour me lancer et comprendre qu'en fait, ma vie, elle se déroule maintenant. On n'a qu'une vie. Donc, en fait, il faut la vivre tout de suite. Donc là, je me suis dit, OK, les peurs... Tu vois, c'est invisible, c'est dans la tête, comme si on était plusieurs personnes. Les peurs, vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne vous écoute pas, tu vois. Je fais ma vie et mon objectif de mes actions, c'est d'obtenir du coup l'épanouissement. Et c'est ça qui te drivait à rester dans cette ligne de conduite-là ? Le fait de te dire, je veux surtout pas retourner dans ça ? Ouais, je veux surtout pas retourner dans ça. Et je veux aussi connaître des journées où j'ai pas le stress, ou en tout cas beaucoup moins, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément non plus peace, mais en tout cas, pas un stress où tu t'endors, tu penses au truc, tu manges presque plus parce que en fait, tu perds ton appétit, tu as des idées noires. Non, en fait, moi, ce que je voulais vraiment, c'était l'épanouissement et juste à la base, remplacer mon salaire en étant libre. Quand je dis libre, dans un premier temps,
pensais pas à faire... je pensais à voyager, mais je pensais pas non plus à 30 voyages par an. Je pensais pas à des choses de luxe. Je pensais, pour moi, juste avoir une liberté, un peu flexibilité. Par exemple, quand tu as un rendez-vous chez le médecin, quand tu es salarié, bah, c'est après 17h ou sinon, c'est pas possible. Là, si je suis malade, j'ai envie de pouvoir prendre mon rendez-vous. Bah, en fait, si le médecin il te dit j'ai qu'une place, elle est à 14h30, ok, je prends, tu vois. Totalement. Et aujourd'hui, tu as combien de salariés? Tu as des salariés ou des collaborateurs plutôt? Dans une boîte, j'ai une salariée. Sinon, toutes les autres boîtes, je travaille beaucoup avec des freelances qui sont à distance parce que j'estime, en tout cas, moi, je l'ai mal vécu, mon vécu de salarié. D'accord. Donc, je préfère beaucoup travailler et développer le fait de travailler du coup avec des freelances qui eux aussi ont cette liberté, cette flexibilité, que ce soit pour eux, pour leurs enfants, pour leur famille, et qui peuvent habiter n'importe où dans le monde. Donc, c'est magique. Ouais, donc en fait, tu as gardé tes valeurs de liberté même dans ta façon de fonctionner dans ton travail. Ouais, exactement. Bien, c'est top. Et qu'est-ce qui te maintenait dans ces emplois que tu n'aimais pas? Qu'est-ce qui a fait que tu restais à un moment dans le salariat? Je pense un peu comme tout le monde, le fait qu'on se dise on a des factures à payer, du coup, on reste dans quelque chose qui nous est inconfortable. Et encore, le mot inconfort, peut-être pour certaines personnes, c'est le bon mot, mais je pense que vu les stats, 75% des gens en France ne font pas un métier qu'ils aiment et ne sont pas épanouis au travail. Donc, je pense que l'inconfort, ça vaut pour 25% des gens. Et je pense que le level supérieur de je ne suis pas du tout épanouie et ma vie ne me convient pas du tout, c'est 75% des gens. Donc, à partir de là, je pense que peu importe si tu as des factures à payer, peu importe si tu as des peurs, il faut te lancer. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter ton travail du jour au lendemain. C'est pas ce que je dis. Je suis plutôt quelqu'un qui a un profil safe et sécuritaire. Donc, tu peux te lancer en parallèle de ton job et quand tu auras remplacé à minima ton salaire, bah, tu pourras le quitter sans être stressé et sans avoir le manque. Je ne veux pas dire la peur du manque. La peur du manque, elle sera, si tu es quelqu'un qui a une peur du manque, elle sera quasiment toujours là. Mais en tout cas, tu manques physiquement et réellement. La peur, c'est invisible. Le côté visible, c'est si tu remplaces ton salaire, tu ne seras plus dans le manque, clairement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est quoi pour toi les composantes d'un métier en tant que salarié épanouissant? Qu'est-ce qui t'aurait manqué pour que tu quittes jamais cette boîte, pour que Laetitia se jette jamais sous un train et que personne fasse d'AVC dans ta boîte? Qu'est-ce qui aurait manqué? Je pense des gens qui soient déjà des managers qui soient beaucoup plus humains et bienveillants envers les gens, ou les insultes, parce que c'est les managers qui insultaient les gens, qui allaient les voir devant tout le monde en plein open space. Wow. Donc, en fait, c'était déjà un management, c'est même pas à la dure, c'est un management tellement irrespectueux et où l'humiliation en fait, des gens était constante. Et où les autres n'avaient pas été interdits d'aller défendre les autres, tu vois, parce que justement, forcément, tu vois, c'était assez... c'était une dictature, en vrai. Tu as vécu quand même dans un des extrêmes, j'ai envie de dire. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui ne sont pas épanouies au travail, qui vivent mal. Mais je t'avouerais que ton cas est quand même particulier. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se reconnaître là-dedans et qui vont rester peut-être pour un bon salaire, la sécurité, de se dire, et si j'ai pas ça, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en plus, quand tu as un management qui te dégrade, tu as l'impression que tu es nul, en fait. C'est ça. Et tu te dis, en fait, je suis même pas capable, peut-être dans une autre boîte, de faire mieux, etc. Donc, ouais. Pour moi, c'est d'avoir une certaine bienveillance, de choisir les bonnes personnes dans l'entreprise où les gens vont s'entraider les uns les autres et se pousser vraiment vers le haut, se tirer vers le haut. Et d'avoir aussi le fait de challenger les gens en disant, voilà, ça, pour moi, tu es capable de le faire. Prends une nouvelle mission, fais cette mission-là. De challenger à diversifier les journées des gens. Je pense que la plupart des gens, le salaire rentre en compte. Mais pour moi, la majorité des gens, si aujourd'hui, tu as plein de gens qui sont au SMIC et qui continuent à faire des boulots difficiles, oui, ils doivent payer les factures, mais je pense que la plupart des gens ne travaillent pas forcément pour le montant en question, mais travaillent pour être épanouis, pour rentrer aussi dans une certaine classe sociale quand même, et pour aussi être nourris intellectuellement, de devoir réfléchir, de devoir affronter des challenges, de mettre des solutions en place. Je pense que les gens, ils ont besoin de sens au travail tout en se sentant bien et épanouis. Donc pour moi, il faut nourrir du coup ce côté intellectuel
et aussi avoir une très bonne ambiance pour que les gens se sentent bien et puissent rester sur le long terme. Ouais, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, comment tu fais avec ces métiers qui sont très mécaniques? Tu sais, quand tu fais par exemple de la compta, ça va être dur de ramener ce côté intellectuel dans ton travail ou de diversifier. Ouais, là, la compta, c'est un métier qui va être difficile, je trouve, dans le sens où les gens qui sont comptables, j'échange pas mal du coup avec mon expert comptable. Ouais. Ils font énormément d'heures, ouais. Ils ont beaucoup de portefeuilles de clients, ils font des journées à rallonge, ils ramènent le travail chez eux, etc. Je pense qu'intellectuellement, ils sont nourris parce qu'ils échangent avec plein d'entrepreneurs, ils échangent avec plein d'entreprises, ils voient des projets passer. Ils doivent réfléchir du coup parce qu'une ligne, c'est pas juste une ligne comptable, ça peut être il y a des histoires derrière ces lignes, ils doivent réfléchir où la mettre, etc. Donc je pense qu'intellectuellement ils ont plus que ce qu'il ne faut en tout cas pour être nourris, on va dire. Mais après c'est vrai que là c'est un autre cas de figure où eux c'est too much quoi. On leur met des dossiers jusqu'en haut. Ouais, c'est vrai, c'est particulier la comptabilité. Moi qui ai déjà essayé de travailler avec mon mari, ça a été très particulier. J'aime bien sur le temps que tu prends. Voilà, c'était particulier, on va dire. Bon, on est tous les deux d'accord là-dessus. C'est peut-être pas notre meilleure façon de fonctionner. Ou peut-être qu'on n'avait pas le bon projet, on ne sait pas encore. Mais travailler avec ton partenaire, ça fait longtemps que tu es avec lui, que tu travailles avec lui. C'est presque partie de toi, finalement. C'est clair. Du coup, frein ou accélérateur? Accélérateur sans aucun doute, sans aucune hésitation. C'est-à-dire, dis-moi. Accélérateur dans le sens où autant moi pour lui que lui pour moi, on va se mettre des challenges dans les mains en permanence. On va réfléchir pour le business de l'autre. Ça peut être des freins, attention. Ouais. Pour nous, je trouve que ça a été un frein quand on était plusieurs à gérer nos boîtes. Parce que pour la prise de décision sur la même boîte, ça va être compliqué puisqu'on n'a jamais la même façon de penser. C'est pas parce qu'on est dans la même équipe qu'on est d'accord sur tout. On était d'accord sur rien. Et aujourd'hui, on est toujours d'accord sur rien. Et pourtant, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'avant, du coup, on prenait les décisions ensemble sur tout. Déjà, ça prend du temps, ça ralentit du coup l'action puisque en fait, on essayait de se closer l'un l'autre. Tu vois, parce qu'on maîtrise pas mal, tu vois, les arguments marketing, la psychologie et la manipulation entre nous. Du coup, tu te retrouves dans un couple où l'un essaye de manipuler l'autre, sauf que l'autre le voit et réutilise la chose contre l'autre personne. Donc, on arrive à des situations qui sont plutôt comiques où on peut échanger pendant 20 minutes et à la fin on claque une grosse barre ensemble parce que c'est super marrant d'essayer de se closer l'un l'autre. J'adore. Je suis pas arrivée à ce stade mais c'est pas mal. Et du coup, à partir de là, au bout de plusieurs années, on a pris la décision, d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, de vraiment se dispatcher les entreprises et toi, tu as ce portefeuille d'entreprise-là à gérer, toi, tu as ceux-là et du coup, comme ça, on n'a plus en fait à se poser la question pour prendre la prise de décision. Dans ce sens-là, en fait, la prise de décision, elle va beaucoup plus vite. Puisqu'en fait, il n'y a pas des mauvaises ou bonnes décisions. Tout à fait. J'ai envie de dire que toutes les routes mènent à Rome. Il peut y avoir des décisions qui vont mener à Rome plus rapidement et d'autres moins rapidement, mais dans tous les cas de figure, il n'y a pas vraiment de mauvaises décisions. Et donc, chacun prend ses décisions, les applique sans consulter l'autre. Mais par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est si quelqu'un a un doute, des questions, parce qu'on a chacun nos domaines d'expertise qui sont différentes. Lui, il est plus à l'aise dans des domaines, moi dans d'autres. Donc là, on n'hésite pas du coup à aller se voir, se poser, aller demander l'avis de l'autre si vraiment il y a une décision qui ne correspond pas à son domaine d'expertise. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite, de ne pas rentrer du coup en frontal et à essayer de se closer sur la prise de décision. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus sain. Et pour faire avancer le projet, plus vite, c'est beaucoup plus simple de faire avancer une barque que de faire avancer un paquebot en échangeant avec plusieurs personnes, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Et nous, je pense qu'on s'est arrêté à ce stade-là. Tu vois, du paquebot. On n'a pas encore été dans la barque. Et
Enfin, si, mine de rien, on y est allé quand on s'est dit justement, on est ultra doués chacun dans nos domaines d'expertise. Donc, il faut qu'on soit absolument chacun à fond dans chaque domaine d'expertise. Moi, c'était plus le coaching en dev perso, lui, le coaching sportif. Et j'ai complètement réduit le côté sportif qu'on faisait à 2, etc., pour qu'en fait, on puisse s'épanouir en travaillant plus vraiment ensemble, mais en allant dans la même direction. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc, tu me rassures quand tu me dis ça, parce que je me suis dit, comment ils font ? Parce qu'on a tout essayé. On a vraiment tout essayé. Donc, on avait les projets, comme tu dis, ils portent une idée, je porte mon argument, et puis on essaye de débattre tout le temps. Et en fait, c'est tout le temps à qui aura pas le dernier mot, mais à qui reviendra la décision finale, tu vois, vers quel projet on va aller, quelle idée est la meilleure. Et comme tu dis, il n'y a pas de meilleure ou moins bonne, c'est juste une façon de faire qui sera différente au final. C'est ça, et puis je pense que les gens recherchent toujours à être d'accord avec tout. Ouais. Mais c'est OK, dans mes propres équipes, les gens, tu vois, même les responsables du pôle marketing, du pôle vente, etc., pôle client, il n'y a personne qui est d'accord avec personne, tu vois. Et c'est OK. Et moi, c'est ça que je trouve beau, c'est que les gens ouvrent plein de portes des possibles, ouvrent le champ de l'imagination, et tu peux faire plein de choses en partant de ça, en fait. Et je me dis, si tout le monde serait d'accord sur tout, ce serait plat. Ça serait plat. Ça serait plat, et je pense qu'il n'y aurait pas... Je veux dire, l'évolution, elle va moins vite, et on apprend moins de choses si tout le monde est d'accord. C'est pas enrichissant, en vrai. Tout à fait. Faut pas chercher d'avoir un partenaire ou même une équipe qui se ressemble à soi. Je pense qu'il faut chercher des personnes différentes pour t'apporter justement des choses différentes. Bien vu, c'est vrai. Parce que très souvent, on va se dire, si la personne me ressemble, elle va travailler comme moi, donc fatalement, ça va marcher. C'est peut-être que justement, elle ne t'apportera pas ces idées éclairées sur le côté dont tu aurais besoin, en fait. Ouais. Est-ce que toi, tu dirais aujourd'hui que tu as réussi dans ta vie ? Alors, déjà, la réussite, elle est propre à chacun. Chacun a sa propre définition déjà. Donc, je pense qu'un entrepreneur qui va se lancer, pour lui, sa réussite, ça va être de remplacer, voire doubler son salaire. Et ce qui est OK, ce qui va le rendre super heureux, parce que si c'est son objectif, s'il l'atteint, c'est le must, en fait. Ceux qui vont faire, on va dire 5 000 € par mois, peut-être leur objectif, ça sera de doubler à 10 000 € par mois. Ceux qui font 10 000, peut-être ça sera de faire 50 000, etc., etc. Ceux qui font 100 000, ça sera un plus gros challenge qui peut paraître énorme pour les autres, mais pour lui, ça sera peut-être de faire 500 000 ou 1 million par mois. Pour moi, c'est pas en termes de chiffres directement, même si c'est toujours sympa d'avoir plus. Très sympa. On va se cacher. On est d'accord. Tout à fait. C'est un détail. C'est un détail sympa. Voilà. Je crache pas dessus, clairement. Mais en tout cas, pour moi, ce qui a vraiment du sens, et ma définition à moi, c'est de pouvoir prendre l'avion quand je le veux, aller à la destination que je veux quand je veux, pouvoir aller dans les hôtels que je veux sans regarder le prix, aller aux courses sans regarder plus jamais les prix. Tu le fais là ? Ouais, je le fais. Ça fait bien. Ouais, ça fait grave du bien. Moi, j'ai encore mes réflexes, tu sais, de comparaison. Bon, ça dépend si c'est des courses alimentaires ou bien... Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, tu vois, pour moi, le plaisir, c'est d'avoir une certaine liberté de faire ce que je veux quand je veux et où je veux. Certes, le financier apporte tout ça, mais aussi, il y a aussi le métier. Parce que si tu n'es pas en ligne, si tu es entrepreneur, mais que tu as une boîte en physique, bah, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux peut-être le faire quand tu veux si tu es bien organisé, mais tu peux pas le faire où tu veux. Tu peux pas prendre l'avion si ta boîte elle est à Paris et que tu veux, je sais pas, faire un voyage à Tahiti. Tu peux pas te rendre à Tahiti sans avoir prévu la chose avant. Là, en ligne, moi, je peux toujours apporter mon PC, Internet, mon téléphone, continuer du coup à bosser tout en profitant et en voyageant. Et pour moi, c'est ça ma définition de la réussite, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut et où on veut. Certes, il y a toujours des heures de travail. J'entends déjà, quand on poste ce genre de posts sur Instagram, les commentaires des haters en dessous. Ouais. Certes, il y a du travail, mais c'est moi ce que j'appelle, c'est pas une liberté totale, mais c'est plutôt une liberté flexibilité. Tout à fait, je suis d'accord. Parce qu'à partir du moment où on prend là uniquement, par exemple, le e-commerce, à partir du moment où tu dépends d'un client pour avoir des ventes,
Tu n'es pas totalement libre. Tu es totalement libre quand, en fait, tu n'as besoin de rien faire, mais que tu as de l'argent qui tombe tous les mois. Après, ta définition de la liberté aussi, comme tu dis, c'est flexibilité, parce qu'elle te permet de voyager, etc., tout en ayant la possibilité de travailler au final. Donc, voilà. C'est une... J'aime bien. Donc, en ce sens, tu as réussi pour toi. Ouais. J'adore. C'est ça. Je valide. Tu fais un job qui a du sens pour toi. Ouais. Pour moi, aussi pour mes clients, puisqu'aujourd'hui, en plus de mes marques, j'accompagne du coup les femmes à créer leur propre marque du coup et à en vivre. Top. Et quand je vois qu'avant, c'était des personnes qui soit faisaient un voyage par an, soit ne voyageaient pas avec enfants, qui aujourd'hui, j'ai des clientes qui m'envoient des photos aux quatre coins du monde avec 3 enfants, 2 enfants et qui vivent leur best life entre guillemets pour elles. Bah, pour moi, ça a beaucoup de sens, tu vois, ce que je fais. Parce que, enfin... Au départ, j'avais du mal à en prendre conscience, tu vois. Je voulais avoir un impact sur les gens, un impact sur le monde, on va dire à mon échelle. Et je me suis dit, c'est bien, la personne, elle gagne juste plus. Mais en fait, non. C'est carrément des familles, des trains de vie qu'ils ont changé, où les gens, ils sont plus relax. Ils peuvent voyager, ils peuvent mieux faire plaisir à leurs enfants, leur apporter des meilleurs soins de santé, leur apporter une meilleure éducation, puisque l'éducation, ça a un coût. Et encore une fois, c'est pas l'argent pour le luxe ou les choses banales et inutiles en vrai. Ça va être pour mieux accompagner en gros sa vie de famille dans les meilleures conditions possibles. Et le tout, en tout cas, sans stress, avec le smile, quoi. Ouais. Et toi, ça t'a demandé, sur une échelle de 1 à 10, en termes d'intensité de travail, pour arriver à ça, ça t'a demandé combien ? Alors, ça dépend du coup entre au début, au milieu et aujourd'hui. Au début, sur 10, clairement, je dirais 100. J'adore. C'est-à-dire, une journée type, ça ressemblait à quoi ? Alors, au départ, j'avais pas tout de suite quitté mon CDI. J'avais gardé genre 1 mois ou 2, pas plus, avant de le lâcher. C'est que déjà, je me levais le matin, il était 7h, je partais à 7h45 pour arriver à 8h au travail, j'habitais pas loin. Je rentrais chez moi, le travail se terminait à heure fixe, là, donc c'était plus cool, mais ce qui se passait au travail, c'était horrible. Donc je rentrais chez moi, il était 16h15, 16h30, et là, j'enchaînais, du coup, je faisais les commandes de mes clientes avec Aurélien. Ok, ça c'était au début, au tout début. Ouais, au tout début, je faisais les commandes. Ensuite, je commençais à faire mon marketing sur les réseaux sociaux. Je commençais du coup à faire mes descriptions produits, à optimiser mon site, à être beaucoup du coup dans le marketing pour avoir des résultats. D'accord. Parce que j'entends beaucoup des gens qui démarrent et qui réfléchissent 3 mois à la couleur du logo. Clairement, rouge ou bleu, on n'en a rien à foutre. Ça va pas changer la vie des gens et ça va pas changer ton porte-monnaie. Alors que de faire du marketing, on va dire 90% du temps, ça va changer ton résultat à la fin du mois sur ton compte en banque. Ouais. Donc voilà, on va laisser de côté les choses qui sont dérisoires et qui n'ont pas d'impact sur le résultat. On va garder uniquement ce qui a de l'impact, c'est-à-dire le marketing. Donc là, je faisais du marketing jusque minuit, 1h du matin, non-stop. Okay. Genre, on mangeait des plats réchauffés, des trucs pour gagner un max de temps qui était infect. Et puis, jusque minuit, 1h du matin, on bossait. Et là, après, j'allais me coucher. Et rebelote, je me relevais le lendemain, du coup, à 7h du matin. Le week-end, le samedi matin, du coup, on allait faire du coup un marché, par exemple. On rentrait, on mangeait, pareil, un truc préparé. Donc, c'est pas ce que je conseille parce que j'ai mis ma santé entre parenthèses. Et... je ne vais pas dire que c'est quelque chose que je regrette, mais en tout cas, je l'aurais fait différemment. Tu l'as ressenti à un moment ? Ouais, je l'ai ressenti, tu vois, parce qu'aujourd'hui, maintenant, je fais du sport 6 fois par semaine, quasiment tous les jours, et je suis en plus grande force, je me sens plus forte, j'ai un meilleur mental, je me sens plus heureuse, tu vois, alors qu'un entrepreneur qui démarre doit faire des sacrifices, mais après, il peut aussi très bien s'organiser pour faire le minimum de sacrifices possible, tu vois. Est-ce que tu penses que si l'entrepreneur fait le minimum de sacrifices, il a aussi le minimum de résultats ? Non, pour moi, s'il travaille intelligemment, non. D'accord. Et maintenant, je fais la part des choses. Quand j'ai démarré, je travaillais dur, je travaillais difficilement. C'est-à-dire, je faisais des heures en masse. Je faisais des heures. Il n'y avait pas de loisirs pour moi. Je mangeais mal et vite. Je prenais pas de temps ni pour ma famille, ni pour mes proches, ni pour personne, ni même pour mon conjoint, tu vois, même si on travaillait ensemble.
Tu vois, pendant les journées de travail, c'était purement un collègue, tu vois. On était à fond. Donc, il n'y avait pas de loisir là-dessus. J'étais à fond. Mais à aujourd'hui, si j'étais un entrepreneur qui démarre de zéro, il y a des choix qu'on peut faire pour ne pas travailler dur, mais travailler plus intelligemment. Quand j'entends intelligemment, c'est tu peux simplement, tu vois, tu peux simplement préparer tes repas à l'avance et faire quelque chose de sain, en congeler plusieurs d'avance pour avoir des repas, on va dire, faits maison, plus équilibrés avec des légumes, etc. T'es pas obligé de manger mal. Pour le sport, en fait, ne serait-ce que, je vais pas prendre des séances, on va dire, d'1 heure tous les jours, mais ne serait-ce que d'aller juste, on va dire, courir, ne serait-ce que 20 minutes chaque matin avant de démarrer sa journée, ça va pas changer les résultats à la fin du mois sur ton compte en banque au niveau de ton entreprise, mais par contre, ta santé, elle en sera meilleure. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est tu peux t'accorder, tu vois, souvent les entrepreneurs, ils s'accordent 0 journée off. Et c'est ce que j'ai fait aussi pendant des années même. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je referais différemment, c'est que une journée off, avant, je le pensais comme une perte de temps parce que je culpabilisais à ne pas le passer sur le travail. Mais en fait, une journée off, c'est quoi ? C'est une journée où tu peux recharger tes batteries, revenir le lendemain en étant plus efficace, avec un nouvel œil. Parce que quand tu es trop sur quelque chose, la plupart du temps, tu mets plus de temps parce que peut-être à côté, tu vas peut-être scroller sur les réseaux et ça sert à rien. Donc, tu vas perdre du temps parce que tu vas être dissipé. Alors que si tu prends une journée off, le lendemain, tu vas te dire, bon, j'ai pris une journée off, j'en ai bien profité, on va être efficace, je mets mon téléphone en mode avion sur le côté et je fais ce que je dois faire à fond. Et c'est ce que tu fais maintenant ? C'est ce que je fais maintenant, ouais. Tu vois la diff ? Ah ouais, totalement. Totalement, je me sens beaucoup plus efficace. Mes repas, du coup, j'ai la chance de me faire livrer des repas, les meal prep à domicile avec le nombre de calories que je veux, les protéines que je veux. Donc, j'ai tout qui est préparé à l'avance. J'ai cette chance-là aujourd'hui que je n'avais pas du coup avant. Le sport, c'est 6 fois par semaine et je me prends une bonne grosse heure pour faire tout ce que je veux. Et à côté, j'essaye de me prendre... ça dépend des semaines. Il y a des semaines, je vais me prendre une journée off. Il y a des semaines... j'ai envie de 2 journées ou 3 journées off, je les prends en fait. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, si j'ai envie de profiter, je profite. Je suis plus en peur du manque ou quoi que ce soit. Je prends le temps de off que j'ai besoin selon moi et que j'ai envie. Et par contre, quand je reviens au travail, au bureau, directement, là, je me mets à fond, je mets le téléphone en off et je fais ce qu'il faut pour justement ne pas ressentir sur les résultats et ne pas ressentir, en tout cas par rapport à mon équipe aussi, j'ai des choses à leur rendre. Tu as besoin d'énergie en fait. Ouais, j'ai besoin d'énergie en fait. Il faut que derrière, les choses, les projets avancent vite et que les choses sortent. Et pour ça, je pense qu'il faut être reposé, c'est même sûr. Il faut être reposé, il faut être concentré. Parce qu'aujourd'hui, la plus grosse distraction qui existe cette année, c'est les réseaux sociaux. Donc, mettre son téléphone loin, parfois, je craque. Mais du coup, tu as ce rappel en se disant on va le mettre très loin, allez, deep work, parce que sinon, demain, je suis encore sur la même tâche. Bon, tu m'as dit au début que tu as eu des hauts et des bas pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Quel est ton rapport à l'échec ? Alors, mon rapport à l'échec d'aujourd'hui n'est pas le même que quand j'ai démarré. Et les personnes que j'accompagne, du coup, je les accompagne aussi à avoir ce rapport à l'échec que j'ai aujourd'hui. Je vais m'expliquer. Vas-y. Quand on est pour tout le monde, les gens qui ont été à l'école, ils ont tous eu des notes sur 20, etc. Et quand tu as une mauvaise note qui est, on va dire, inférieure à 10 sur 20, on te dit là, ça n'a pas été là, c'est mauvais. En fait, c'est pas pour moi le bon état d'esprit à faire pour des enfants ou même des adolescents ou des jeunes adultes qui sont à l'université. Pour moi, ce qu'il faudrait habituer les gens, c'est ce que l'échec, c'est OK. C'est-à-dire, dans la vie personnelle, il n'y a personne qui comprend que la vie personnelle, c'est des hauts et des bas, c'est des montagnes russes, et qu'il y a toujours des bas et il y a toujours des hauts. Et les gens, quand ils se retrouvent dans leur vie perso, quand ils sont dans le bas, ils se disent « ça m'arrive toujours qu'à moi ». J'ai pas de chance. Ça n'a rien à voir avec la chance et ça n'arrive pas qu'à eux, ça arrive à tout le monde.
Donc, ils ne sont pas exceptionnellement malchanceux. Ils sont juste comme tout le monde. Et en fait, quand ils sont dans un bas, c'est normal, ça s'appelle la vie. Et l'entrepreneuriat, c'est la même chose, mais qui est décuplé. C'est-à-dire que pour avoir une réussite, il va peut-être falloir avoir 20 passages à l'action, 20 tests différents. Donc, pendant 19 fois, il y aura des échecs. Et peut-être la 20e fois, du coup, il y aura la réussite sur un truc, un test qui aura été fait. Donc, les gens qui démarrent, ils vont faire 3, 4, 5 tests et ils vont se dire mon entreprise ne fonctionne pas, je suis nul et je n'y arriverai jamais. Tu as fait 3 tests, tu peux pas parler en fait. Tu n'as pas encore travaillé, tu vois. D'accord. Donc, ceux qui sont un peu plus courageux, qui arrivent à aller, disons, à 10 efforts, 10 tests, et qui vont se dire, j'ai vraiment tout essayé là. Tu vois, la personne a légèrement un poil plus résilient que l'autre. Va dire, j'ai tout essayé. Non, tu n'as pas tout essayé. Tu as essayé ce que toi, tu sais. Mais il existe plein de choses que tu ne sais pas. Donc, va chercher ces informations, va les tester et un maximum d'échecs pour aller chercher cette réussite qui est peut-être sur le 20e passage, le 20e test ou peut-être le 25e. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens et ce que je leur apprends, c'est que les échecs, il n'y a rien de plus sain. C'est normal. Ce qu'il faut, c'est tester. C'est passer à l'action rapidement et échouer rapidement. Tout à fait. Parce que si tu sais que le 20e test, c'est une réussite, si tu arrives à faire 20 tests en un mois, ça veut dire que tu vas réussir en un mois. Mais les gens, ils prennent du temps, ils réfléchissent trop. Arrêtez de réfléchir, passez juste à l'action. Et en fait, ceux qui réfléchissent trop, ils peuvent, s'ils abandonnent pas avant, faire 20 tests, mais en 2 ans. Ils vont pas réussir à avoir un retour avant 2 ans. Mais la plupart des gens, 2 ans, c'est trop. Ils vont abandonner avant. Et pourtant, leur marque, peut-être, elle est géniale. Tu vois, leur entreprise, elle est géniale. Peut-être qu'ils ne sont pas bêtes. C'est juste qu'ils ont décidé d'abandonner parce qu'ils ont cru qu'ils étaient nuls, parce qu'ils ont eu des échecs. Mais en fait, les échecs, c'est OK. Et même ceux qui sont milliardaires, ils connaissent des échecs tous les jours. Ils passent à l'action en masse. Ils perdent de l'argent tous les jours. Mais pourquoi ils en gagnent plus que les autres ? C'est parce qu'ils ont eu beaucoup d'échecs et ils en ont encore beaucoup aujourd'hui pour connaître du coup la réussite qui est peut-être toujours au 20e passage, tu vois. Je suis d'accord. Donc là, avant, quand j'avais des échecs, quand j'ai démarré, c'était dur parce que à l'école ou bien dans le cadre naturel des choses, on n'apprend pas aux gens à ce que les échecs, ça soit OK et à ne pas prendre les choses personnellement et arrêter d'avoir peur. Tu n'y arriveras jamais, tu vas manquer d'argent. Ça, mettez-les de côté, ça sert strictement à rien. OK, vous avez peur, c'est normal. Même dans 5 ans, elle sera toujours là. Mais vous avez le choix, soit d'écouter vos peurs et de rester dans votre situation complètement inconfortable aujourd'hui, ou vous avez le choix de passer à l'action et de risquer de réussir. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et comme tu le dis, pour ça, faut déjà appréhender l'échec comme quelque chose qui va arriver, qui est normal, qui arrivera encore et qui fait partie du processus. C'est ça. Et très souvent, pour adoucir un peu la chose, moi, je dis, que ce soit aussi à mes clientes ou autres, de prendre l'échec comme un indicateur qu'il y a quelque chose à changer. Donc, ton échec, c'est pas un échec, c'est juste qu'on te dit, OK, regarde là, ça n'a pas été, c'est que là, il y a quelque chose à modifier. Et à chaque fois que tu en rencontres, voilà, c'est une petite leçon à chaque fois, et puis tu adoptes ce mindset de croissance. Exactement. Donc, ouais, j'aime beaucoup parce que ça, tu le résumes d'une façon un peu plus punchy. Si tu as peur, mets-la de côté. Moi, je vais rentrer un peu et essayer de comprendre pourquoi tu as peur pour trouver chez toi le déclic. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la conclusion qu'on tire après un long temps d'expérience. Ouais. On sait qu'en fait, tout ça, mais... C'est normal. Et après, même après plusieurs années, tu vois, il m'arrive d'avoir peur parce que j'ai connu... parce que comme tout le monde, je connais plein d'échecs tous les jours. Et quand je connais un trop grand nombre d'échecs, là où vraiment il faut s'auto-challenger, c'est de ne pas baisser sa confiance en toi par rapport au nombre d'échecs, par rapport à la situation actuelle, ni en celle de ton entreprise. Et là, c'est d'où le mindset à avoir. Il faut vraiment avoir un truc d'acier en se faisant confiance, malgré peut-être que tu as testé 50 trucs et ça fonctionne toujours pas. Là, tu es sur un projet et tu aimerais que ça fonctionne. Juste, en fait, peut-être va courir, va faire du sport, détends-toi, mais il faut toujours garder cette confiance en soi, parce que si tu ne la gardes pas, tu peux encore une fois abandonner, peu importe à quel niveau.
tu peux baisser cette confiance et cette estime de toi qui n'a rien à voir finalement avec le sujet qu'il y a sur la table. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est bien que tu le dises parce que beaucoup de gens rapportent leurs résultats à la qualité de leurs compétences ou de qui ils sont. Et tu as dit estime de soi, donc l'être, confiance en soi, les compétences. Et en fait, ça n'a rien à voir. C'est peut-être juste que ta compétence est bonne, mais que tu as peut-être besoin de travailler encore sur d'autres choses. Et puis, quand on est trop focus sur le résultat et la valeur qu'a le résultat sur nous-mêmes, on oublie, je trouve, qu'il y a des facteurs qui sont indépendants de notre volonté. Donc nous, on a fait le taf, on a fait ce qu'il fallait, et puis un truc qui marche pas. C'est qu'il y a d'autres facteurs. Parfois, c'est pas dépendant de ta volonté. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver en ligne de compte auxquelles tu n'avais pas pensé. Et c'est là, en fait, quand tu dis, quand on reste dans l'action, on rebondit vite. On se dit, OK, qu'est-ce que j'ai oublié de prendre en compte ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? C'est ça. Donc, plus tu vas avoir d'échecs en un minimum de temps, plus tu épouseras plus souvent la réussite. Puisque si, je prends l'exemple, si la réussite, c'est le 20e test, si tu arrives à faire tes 20 tests en un mois, tu réussis tous les mois. Si tu le fais en un an, tu vas réussir qu'une fois par an. Donc, en fait, pour moi, ceux qui vont gagner le plus sont ceux qui vont passer beaucoup plus rapidement à l'action, qui vont se remettre en question, c'est OK. Il faut, il y a des leçons à apprendre de chaque échec. Et derrière, qui vont garder cette confiance en eux, en tout cas, cette confiance en leur entreprise, qui va les permettre justement d'atteindre plus rapidement que d'autres leur objectif. Et tu dirais que ça, ce serait la recette de la motivation, c'est-à-dire de rester tout le temps en action, malgré les échecs, pour pouvoir épouser la réussite régulièrement ? Ça ne sera pas pour moi la réussite de la motivation, parce qu'il faut être motivé vraiment, il faut vouloir. C'est-à-dire quelqu'un, j'en parlais justement en début de semaine avec une personne qui me disait « Je ne comprends pas les gens qui se lancent et veulent réussir pour s'acheter une montre Rolex. » Je veux dire, qui voudrait passer 20 heures à bosser par jour avec plein de sacrifices contre une montre qui n'a aucun sens ? Tu vois, c'est juste une matière, ça n'a pas de sens, c'est un objet qui sert à rien en vrai. Donc, tu trouves déjà du sens à ce que tu fais. Est-ce que c'est pour toi avoir une vie plus épanouie en général ? Est-ce que c'est pour ta famille, tes proches ? C'est pourquoi ? Est-ce que c'est peut-être pour tes enfants parce que tu voudrais leur offrir ce que toi, tu n'as pas eu ? Le vrai sens de la chose, mais quand c'est purement matériel, souvent les gens ne tiennent pas à la distance. Je suis d'accord. Ou tu as des résultats vite. Et puis, comme tu dis, après... tu as des résultats vite. Ouais, et après, ça ne suit pas sur le long terme. C'est ça. Ouais. Si tu avais aujourd'hui la possibilité de faire autre chose et de faire ce dont tu rêverais dans la vie, ce serait quoi ? Alors, aujourd'hui, je trouve que je fais ce que je veux faire. Justement, je suis passée à l'action, j'ai fait ce que je voulais faire. Donc aujourd'hui, je me trouve que je suis... pour moi, peut-être pas pour les autres, mais pour ma propre expérience de vie, je fais ce que je veux, j'habite où je veux, je voyage où je veux. Donc, moi, je trouve que déjà, j'ai beaucoup de chance d'en être là aujourd'hui. Mais avant, quand j'étais adolescente, mon rêve, en tout cas, c'était de devenir championne de France, tu vois, d'athlétisme en demi-fond. Ouais. Avant, c'était du coup d'être une athlète. Et ça ferait sens aujourd'hui pour toi si tu le voudrais encore aujourd'hui ? Ça répondrait à ton objectif de vie d'être championne d'athlétisme, si tu avais la possibilité de le faire maintenant ? Plus maintenant, ce qui est bizarre. Plus maintenant. Pourtant, le sport, ça m'apporte toujours autant qu'avant, en termes de dépassement de soi, en termes de bien-être. Mais j'ai plus, on va dire, ce rêve dans le sens où la Laura d'aujourd'hui, elle veut autre chose, tu vois. Ça n'a plus le même sens, du coup ? Ouais, ça n'a plus le même sens. Et la Laura dans 10 ans, ça ressemble à quoi ? Alors, la Laura dans 10 ans, j'aimerais pouvoir... je suis en train de le faire, en fait. Ouais. Je suis en train, d'acheter des maisons dans différents pays. Et pour moi, ça serait de pouvoir vivre, du coup, une partie de l'année sur une île où c'est plus, on va dire, chill, etc., plus calme. Et une partie de l'année dans une ville qui est plus dynamique. Super. Donc, tu es en train de le faire. Donc, dans 10 ans, ce sera certainement concret. Ouais. Et tu te vois d'autres projets encore au niveau pro ? Au niveau pro, je me vois accompagner encore plus de femmes, du coup, à des dizaines, peut-être... c'est des folies, mais on s'en fiche, en fait. La liste du Père Noël, ça serait des centaines de milliers de femmes, tu vois,
à pouvoir lancer leur entreprise en ligne, à pouvoir en vivre où elles veulent et faire plaisir à leurs proches sans avoir à regarder le prix des courses au magasin, tu vois. J'adore. Merci beaucoup, Laura. C'était top. Yes. Merci à toi déjà de m'avoir invitée. C'était un plaisir. J'ai beaucoup appris. Donc, merci. Encore un boost au niveau mindset. Et je pense que ça encouragera encore beaucoup d'autres personnes. Yes.